lorsque vous, par exemple, vous appliquez, par exemple, regardez s'il vous plaît. En fait, lorsque vous agrafez, donc supposons que vous avez votre gain qui est comme ça, vous l'avez fabriqué, d'accord, regarde, ok, c'est clair. Et ici, à ce niveau, vous avez votre agrafe. C'est ça ce que vous l'avez assemblé à ce niveau-là, n'est-ce pas? Ok? Oui ou non? D'accord? Ça, c'est l'agrafe. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez quand même, si vous voulez, tester est-ce qu'il va y avoir, si vous voulez, des pertes à ce niveau-là. D'accord? Et c'est ce qu'on a dit. Donc, en fait, vous appliquez à l'intérieur, donc vous bouchez d'un côté, vous bouchez de l'autre côté, et vous appliquez une pression de combien de combien? 200 pascal. Et vous voyez, éventuellement, est-ce qu'il va y avoir disons, des pertes d'air, donc de ce côté-là, donc à travers, disons, les agrafes, disons, le point de suivi que vous avez fait. Alors, voyez, regardez qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit, d'accord? Précipitation, gestion de produits d'étanchéité. Donc, regardez, le mastic, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, d'accord? Le mastic n'est pas obligatoire au niveau de quoi? De la grappe. La grappe, c'est le point d'assemblage. C'est ce qu'on appelle la grappe. Ok? Ok? Ce qui est important aussi, vous devez mettre aussi des... Ce que vous mettez aussi des... C'est quoi? C'est du silicone. Vous connaissez le silicone, n'est-ce pas? D'accord? Ou bien, qu'est-ce qu'on peut mettre aussi? Une mousse spéciale d'étanchéité. Donc voilà. Le mastic coûte plus cher, bien sûr. Le silicone et la mousse, c'est moins cher. Ok? Ok? Mais qu'est-ce que c'est? Donc, si vous ne mettez pas de mastic, c'est-à-dire lorsque vous allez agrafer, vous êtes obligé de mettre soit du silicone entre les agrafes et ou bien de la mousse d'assemblage, etc. N'est-ce pas? Ok? Voilà. Et donc, vous avez notre classe, donc on applique toujours, donc vous faites une pression de 200 pascal, donc un petit peu, donc on dit toujours que la classe B, on n'a pas besoin de mastic, d'accord? Ok? Mais il faut donc, il doit être soigneusement fermé pour éviter les fuites, etc. Comme tout à l'heure, c'est toujours siliconé, on met soit du silicone, c'est ou bien de la mousse, mais c'est obligatoire. On est obligé de mettre, si vous voulez, disons, ces matériaux. Ok? Maintenant, on va classer dans le cas où la pression est très élevée, d'accord? Et à ce moment-là, donc, on est obligé de faire, si vous voulez, une fabrication très soignée, d'accord? Ok? Donc, une fois qu'il y a toutes les agrafes doivent être soigneusement siliconées, la première des choses, d'accord? Et bien sûr, faites attention à toutes les poses de mousse lors du montage pour éviter les fuites. Est-ce que c'est clair? Ok? Donc, vous avez notre classe B. Donc, ça, c'est une classe d'étanchéité qui existe dans certaines applications très importantes, d'accord? Vous avez une fabrication très stricte. Il faut toujours, si vous voulez, avoir, si vous voulez, des étanchéités parfaites pratiquement, d'accord? Ok? Est-ce que c'est clair? Oui? C'est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur. D'accord. Qu'est-ce que nous allons retenir de ça? C'est le mode de fabrication, disons, des gaines. Je vous ai un document pour montrer un petit peu tous les modes. Donc, généralement, la gaine, on part d'une tôle pratiquement plate. Et qu'est-ce qu'on fait? On la façonne. On la façonne avec des équipements, des machines. Pour en faire soit, disons, des sections carrées, des sections rectangulaires, ou bien des sections circulaires. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui. Et bien sûr, il faut quand même veiller à ce que donc, les longueurs de fabrication ne sont pas infinies. Vous avez des longueurs précises, soit des longueurs d'1 mètre, de 2 mètres. Et bien sûr, et les matériaux qui sont utilisés, c'est soit le plus commun, c'est de la tôle galvanisée, d'accord? La tôle galvanisée, de l'inox, du tissu éventuellement, de l'aluminium, ou bien du cuir, etc. Ou bien du tissu, disons, synthétique. Ok, s'il vous plaît? Oui? C'est clair? Ensuite, le dernier point, c'est quoi? C'est surtout l'étanchéité. Donc, il faut vraiment veiller à une bonne étanchéité pour ne pas avoir des pertes, disons, d'air au niveau des gaines lorsque vous les assemblez, etc. C'est clair? Ok? Alors maintenant, est-ce que vous avez, par exemple, des questions à poser, s'il vous plaît? J'écoute. Oui? En vrai, le tableau que vous voyez, le tableau avec les résume la classification des types de gaines, d'accord? Ok, s'il vous plaît? Ok? Et donc, en fait, les types de gaines, vous avez ici la classe, on a ABCD, on les a juste au-dessus. Vous avez l'indice des fuites,
L'indice du fil, disons, l'unité, c'est quoi, s'il vous plaît? Oui? C'est quoi l'indice du fil? Mètre cube par seconde, mètre carré. Voilà. Donc c'est quoi? C'est mètre cube par seconde, c'est quoi? C'est le débit. C'est le débit d'air. OK? Le mètre cube par seconde, c'est pour un mètre carré. Donc il faut vous prenez un mètre carré de longueur, ensuite vous dites, voilà le débit de fuite que nous avons. Vous voyez un petit peu le débit de fuite que vous devez avoir. Regarde. OK? Vous voyez un petit peu, n'est-ce pas? Donc c'est 0,07 multiplié par la pression de test, multiplié par 0,6. Donc la pression de test, elle est voilà, d'accord, OK? La pression statique de test que vous avez ici. OK? OK? Donc vous avez toutes les classes, etc. Donc vous voyez quand même que c'est vraiment disons très précis comme valeur. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de fuites. C'est des débits qui sont relativement très faibles par mètre carré. OK? C'est clair? Regarde. C'est bon, s'il vous plaît? Maintenant, on voit les montages. Oui, j'écoute. La pression de test, lorsque vous agrafez, vous fermez des deux côtés et vous envoyez, si vous voulez, une pression actuelle pour voir est-ce qu'il y a des fuites. D'accord? Regarde. C'est clair? Oui. Voilà, très bien. Et donc, en fait, regardez, maintenant, c'est les types de montage. Donc, on vous montre comment on monte, si vous voulez, des gaines. Lorsque vous êtes, si vous voulez les monter. D'accord? Vous avez des clips. Vous voyez les clips ici? D'accord? Monsieur. Oui, j'écoute. Ken, vous avez une vidéo pour montrer comment déroule le montage. D'accord, je vais vous la préparer la prochaine fois, Inch'Allah, ou je vais vous l'envoyer, n'est-ce pas? Hassan. D'accord. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, ok? De toute façon, je vous envoie un document dans lequel vous avez tous les procédés du montage et de l'agrafage, ok? C'est bon, Benguet? D'autres questions, s'il vous plaît? D'autres questions? Envoyez maintenant, si vous voulez, oui, Touniat. Non, monsieur, rien. D'accord, regardez un petit peu maintenant le montage, d'accord? Le montage, alors quelqu'un peut-il m'expliquer le montage, comment il est fait? J'écoute. Donc regardez qu'est-ce que vous avez. Vous avez une gaine qui est là, la première gaine qui est là, d'accord? Elle est là, ok? Ça c'est la gaine numéro 1, d'accord? Et vous avez une gaine qui est là, c'est la gaine numéro 2, d'accord? Et vous voulez les mettre bout à bout, comme ça, vous voulez les mettre bout à bout. Alors, quelle est la différence entre ce schéma-là et ce schéma-là? J'écoute. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, s'il vous plaît? Vous avez le schéma devant vous? Oui. Essayez toujours d'analyser un schéma et de le faire par vous. Je n'ai pas besoin de le faire à chaque fois, d'accord? Alors, quelqu'un peut-il me dire ce qu'il a compris? Alors, Boulaïki, pardon, Boulaïki. Allez, Boulaïki, je vous écoute. Personne? Alors, personne? Ouais, je vous écoute. Deuxièmement, utiliser un boulon pour maintenir les agrafes. Deuxième, des agrafes Regardez, qu'est-ce que vous avez? Normalement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'agrafe qui est de ce côté, vous avez l'agrafe qui est comme ça, elle part comme ça, généralement. D'accord, ok? Donc vous avez un truc qui est comme ça, ok? Donc ensuite qui va de ce côté-là, et vous mettez vous avez les gaines qui sont là. Donc ça c'est un côté de la gaine, d'accord? Et vous mettez ce genre, si vous voulez, d'agrafe, disons, à boulon, donc. Et lorsque vous serrez le boulon, qu'est-ce qui va se passer? Il va plaquer les deux éléments. Donc, alors c'est des agrafes supplémentaires. Vous voyez un petit peu les clips, c'est ce qu'on appelle des clips. Les clips, ils sont mis sur la gaine, la tôle est là. Vous voyez la tôle ici? D'accord? Ok? Donc vous mettez, disons, un clip, ce que vous voyez ici, vous mettez un autre clip de ce côté, il rentre à l'intérieur de la gaine, à l'extérieur, à l'intérieur. Ok? Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous avez une agrafe qui va tout le long, donc par exemple en longue de large. Ensuite, vous serrez avec le boulon pour plaquer, pour serrer un petit peu tous les éléments ensemble. Regarde. Ok? Vous avez notre modèle, cette fois-ci, il n'y a pas besoin de boulon. On n'a pas besoin de boulon, donc qu'est-ce qu'on fait en général? Vous avez des clips qui sont très serrés.
Donc, ils sont très serrés. Il suffit par exemple de mettre un côté et de forcer l'autre côté de ce côté. Ou là, qu'est-ce que vous faites? Vous les mettez, c'est que vous commencez par un bout. Donc, regardez qu'est-ce qu'on va faire. Suppose que vous avez par exemple agrafé, disons, une tôle qui est comme ça. Ok? Je vais essayer de faire le schéma pour vous. D'accord? Est-ce que vous arrivez à comprendre le schéma que je suis en train de faire, s'il vous plaît? Oui? Vous le voyez, vous le comprenez là, s'il vous plaît? Oui? Non? Regarde. On va s'expliquer. D'accord? Regardez, s'il vous plaît. J'ai une gaine de ce côté, par exemple. D'accord? Ok, j'ai une gaine de ce côté. Regarde. Ok? J'ai une gaine. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire avec la clip? Je vais le faire d'une autre façon. D'accord? Supposons que vous avez. Il est plus clair, d'accord? Voilà. Supposez que vous avez par exemple une gaine 1, une gaine 2 que vous devez assembler l'une à côté de l'autre. Regarde, ok? Oui. Oui. Alors qu'est-ce que vous faites? Bon, si c'est par exemple ça c'est un côté, vous allez avoir une partie qui va. Donc la gaine elle est là. La gaine elle est là. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Ce que vous voyez en rouge, je l'ai fait en rouge ici. Je l'ai fait en rouge. Vous allez avoir un clip. Un bout qui va rentrer à l'intérieur et un bout qui va rentrer à l'extérieur. Toujours un des clips. Je vais effacer. Voilà. Vous voyez les clips que j'ai fait en rouge sur le schéma, d'accord? Ok? Oui. Oui? Ce que je vais faire, ça c'est des clips. Un il est à l'extérieur, l'autre bout elle est à l'intérieur. Donc vous avez un qui est à l'extérieur, un membre, et l'autre qui est à l'intérieur. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez la même chose de ce côté. Vous avez la même chose de ce côté, donc vous allez avoir, disons, ce clip-là qui est là, une partie à l'extérieur, une partie à l'intérieur comme ça. Regarde, ok? Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ramener, par exemple, dans ce cas assez clair, vous allez ramener, par exemple, la graphe coulissante. La graphe, c'est quoi, s'il vous plaît? Tel que vous voyez sur le schéma, c'est un élément qui est fait comme ça, d'accord? Vous le voyez sur le schéma, n'est-ce pas? Ok? Donc, vous le voyez sur le schéma, il est fait comme ça, d'accord, avec le schéma glyco. C'est un élément qui est fait comme ça. Regarde. Ok? Oui? C'est un élément qui est fait comme ça, donc il est fait comme ça. هذا l'élément واش نديرو له؟ نجيبوه ندخلوه. On le fait ça comme par exemple. Je te les ce qu'on utilise comme pour disons les polycopes. Oui. D'accord? Pour les polycopes, avec les glycères à les polycopes. C'est la même chose, c'est les glycères à les polycopes. D'accord? Vous le faites coulisser ici dans l'intérieur de la graphe et vous agrafez par force, disons par pression, votre gaine. Mais il faut avoir quand même suffisamment de force. Regarde le chagrin, ok? Oui. Voilà ce qu'on appelle, si vous voulez, une agrafe coulissante. Pensez un petit peu, par exemple, disons, à la glissière, que lorsque vous utilisez pour assembler disons, un bloc de papier, etc. Regarde. Oui. D'accord? C'est bon? Oui? Oui, monsieur. Oui. Très bien, très bien. D'accord. Bon, ici vous avez donc les contrôles qu'il faut faire, etc. Maintenant, je dirais, il y a un autre point quand même qui... ce qu'on appelle les renforts. Qu'est-ce que vous entendez par renfort, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous comprenez par renfort? J'écoute. Qu'est-ce que vous comprenez par renfort, s'il vous plaît?
Quelqu'un peut aller, dites-moi, même si c'est faux, mais je l'accepte, il n'y a pas de problème. Au moment de la gaine? Oui, renfort de la gaine. Alors regardez qu'est-ce qu'on dit ici. Regardez qu'est-ce qu'on dit ici. Les gaines droites et les pièces de forme sont exécutées avec des nervures. Alors qu'est-ce que ça veut dire nervures? Des nervures aménagées, d'accord, dans la transversale de l'écoulement de l'air. J'écoute. Bien sûr, à la condition de quoi, c'est lorsque l'une des valeurs de la section de la gaine, A ou B, dépasse combien? 1250 mm. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous lisez la suite? Alors, qu'est-ce que vous lisez ensuite? Le rédissage, c'est ça? Oui. Le rédissage d'atome n'est plus suffisant. Alors, qu'est-ce que vous entendez par rédissage et qu'est-ce que vous entendez par renfort? Les deux sont à peu près, on leur a même des désignations. J'écoute. Aucune idée? Aucune idée? S'il vous plaît. Regardez. S'il vous plaît. Si je prends par exemple une gaine qui est comme ça, d'accord? Une gaine qui est comme ça, d'accord? Allez, c'est une gaine, donc vous avez de l'air peut-être qui circule à l'intérieur, donc vous avez de l'air qui va. Alors, je passe à de ce qui est à l'intérieur pour être plus compréhensible. Voilà. Ah, s'il vous plaît. Pourquoi on a spécifié qu'un côté doit dépasser combien? 1m25, c'est ça? Oui. Oui. Vous voyez le schéma avec moi, tout le schéma là. D'accord? Vous voyez le schéma. Voilà. Vous avez deux possibilités. Vous voyez les barres que vous avez ici? Ok? Alors, quel est le problème? Donnez-moi la définition de renfort et rédissage. Maintenant, on va expliquer. S'il vous plaît, quelqu'un peut m'expliquer? Aucun ne peut me dire qu'est-ce que ça veut dire? Personne? Regardez s'il vous plaît. Quelle est l'épaisseur de la gaine? L'épaisseur de la tôle, شحال? 1 Elle mm. varie de combien à combien? Pardon? 0,62 jusqu'à 1,25 mm. Alors, c'est un demi-millimètre jusqu'à à peu près 1 mm 25, n'est-ce pas? Regardez le chagrin. Oui. Ok? Regardez, si j'ai par exemple, que ce soit ici ou là, prenons par exemple ce côté-là. Là, la tôle est très faible. D'accord? Qu'est-ce qui doit se passer? De fléchir, n'est-ce pas? Si vous avez des dimensions importantes sous l'effet du poids. Vous avez l'habitude de prendre une tôle qui est un petit peu, une tôle. Lorsqu'elle est grande, lorsque vous la prenez, elle a tendance à quoi? À fléchir au milieu, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Donc vous allez avoir un fléchissement. Donc la tôle va se déplacer comme ça vers le bas. D'accord? La tôle va se déplacer vers le bas dans ce sens. D'accord? Donc on va se retrouver avec une tôle qui est comme ça, n'est-ce pas? Regarde. Si on regarde le schéma. Oui ou non? La tôle va se déformer. Au lieu qu'elle soit raide, on va avoir des déformations au niveau de la tôle. Alors pour éviter, si vous voulez, ce fléchissement, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute des renforts. Des renforts, donc en fait, des renforts, c'est pour avoir un rédissage. Donc on rédit les parois. Alors, le rédissage, il peut se faire de plusieurs façons. Le rédissage, il peut se faire de plusieurs façons. La première des choses, qu'est-ce que d'après vous, comment on peut faire un rédissage? Comment on peut faire un rédissage? C'est-à-dire rendre la gaine plus solide. Pour ne pas qu'elle fléchisse. Qu'est-ce que c'est que le rédissage? Oui? Alors, regardez, qu'est-ce qu'il dit ici, s'il vous plaît? On utilise des barres de renforcement. D'accord, allez, wahda. Donc, la barre de renforcement, je vois les petites barres que vous avez ici. Oui. On démarre ici, à la barre intérieure, d'accord? Ok? N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle des barres de renforcement. D'accord? On met des barres à l'intérieur pour soutenir quoi? La gaine, disons la tôle, pour ne pas qu'elle fléchisse. Allez, wahda. D'accord? Ensuite,
qu'on appelle, qu'est-ce que vous entendez par nervure? Nervure. Qu'est-ce que vous entendez par nervure? S'il vous plaît, je vous donne un exemple simple. Les gens, par exemple, qui ont des voitures, qui ont observé des voitures. Le capot de voiture, comment il est? Est-ce que c'est une tôle simple? Voilà. J'écoute. Hein? J'écoute. Les gens qui ont des voitures, le capot de la voiture, est-ce que c'est plat? Est-ce que c'est juste une tôle comme ça, sans forme? Est-ce qu'il n'y a pas de forme dessus? Oui? Vous n'avez pas de voiture? Personne n'a pas de voiture? Allez, ok. En fait, les nervures, c'est quoi en général? Qu'est-ce qu'on fait? On presse. Les nervures, elles sont, vous prenez votre tôle, et vous ajoutez, disons, une forme. Regardez. Si je prends par exemple une tôle qui est comme ça, regarde. Vous voyez ce que je dessine, s'il vous plaît? Vous voyez ce que je dessine? Oui, monsieur. Je prends une tôle, par exemple, qui est verticale, qui est comme ça, d'accord? Cette tôle n'est pas nerveuse. Pour la nervure, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la déformer un petit peu. Donc, je vais avoir, par exemple, je vais la déformer exprès dans ce sens. Donc, il a caméra hagra, d'accord? Ça, c'est ma tôle qui est là. Je vais créer une forme à l'intérieur, comme ça, d'accord? Je vais pousser un petit peu pour créer des nervures. Elles sont pas grandes. Donc, on fait des nervures l'une à côté de l'autre. Regarde. Donc, on presse de ce côté, on presse de ce côté. Donc, on fait des déformations exprès pour donner, disons, la rigidité à la tôle que nous avons. D'accord? Ok? Donc, en fait, les nervures aussi, on peut les faire aussi comme ça. Donc, si par exemple, vous avez une tôle qui est comme ça, d'accord? On peut ajouter des plaques. On peut ajouter des petites barres que l'on soude à la tôle exactement. Ça, ce qu'on appelle aussi des nervures, donc des barres de renforcement ou des nervures. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui? Oui, C'est clair? Oui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que même lorsque vous avez des sections qui sont très importantes, il faut avoir quand même des supports. Vous voyez un petit peu dans ce schéma-là, lorsque la gaine a une section importante, on utilise des barres de renforcement intérieures, que ce soit verticalement ou bien horizontalement. D'accord? Et ce que vous voyez ici, il y a des petites bases, c'est ce qu'on appelle des nervures. Ok? C'est ce qu'on appelle les nervures. D'accord? Et ça, c'est en rouge, c'est les barres, en bleu, c'est les nervures, et en rouge, c'est les barres de renforcement. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui ou non? Agda? Monsieur, Oui. les barres de nervures, on les déjà les côtés. Voilà, sur le côté, barres. Elles sont, d'accord? Ok, elles sont à l'extérieur. Ok? Elles sont sur disons, le côté des gaines, etc. Ok? Oui. Alors maintenant, il faut pas oublier pourquoi on fait bien ces barres de renforcement. Le but, c'est quoi, s'il vous plaît? Le but, c'est quoi? J'écoute. Le but, c'est quoi? Oui? Pour éviter la déformation de la tôle. Voilà, la déformation. Regardez maintenant, s'il vous plaît. Maintenant, regardez, vous avez le nombre, si vous voulez, de renforcement des nervures, il est fonction, disons, de la hauteur, il est fonction de la largeur, aussi il est fonction de la longueur, n'est-ce pas? Regarde. Oui ou non? Oui. Vous avez un tableau ici qui vous donne un petit peu, donc en fait, si vous avez le côté, disons, la hauteur, le côté petit A, le côté petit b et la longueur. Donc, lorsque par exemple vous avez des sections qui sont inférieures, disons, de hauteur 1 mm, donc c'est 1 mètre, c'est ça, 1 mètre par 1 mètre sur 1 mètre de long, vous n'avez pas besoin de l'enfant. Regarde. Ok? Ok? Et lorsque maintenant vous avez, disons, une section A qui est inférieure à 1000 mètres, et maintenant la section B est très large, donc vous avez supérieur à 1000 mètres, la longueur toujours inférieure, vous avez besoin au moins de un renfort. Ok? Regarde. Oui. Oui ou non? Et vous avez un petit peu, donc, disons, ce qu'on vous conseille de faire. Donc, n'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Ça, c'est très important. Sinon, vous allez avoir des gaines, parce que vous avez des sections, des dimensions assez importantes, donc vous allez avoir des gaines qui vont se déformer. N'est-ce pas? Alors, bien sûr, regardez. Si au départ, par exemple, moi, j'ai calculé ma gaine, par exemple, pour être droite, avec ce schéma-là, d'accord? Si, par exemple, moi, je vais avoir des sections importantes et je vais avoir ma section qui est comme ça. D'accord? Regarde. Ok? Je vais avoir, c'est le contraire, donc en fait, ça va partir dans ce sens. Qu'est-ce que je vais avoir? Une section déformée. Je vais avoir une section déformée. Quel est le risque? Quel est le risque? Quel est le risque?
c'est histoire de bruit, n'est-ce pas? Vous allez avoir une contraction de votre section, et elle peut diminuer à ce moment-là que vous allez augmenter la vitesse, et vous risquez d'avoir, disons, un bruit qui est généré dans votre gamme. C'est clair? C'est clair, s'il vous plaît? Oui. Pas de questions? Non. Ok. Ah, maintenant, donc en fait, on avait parlé aussi, ça c'est important, c'est les coudes, n'est-ce pas? Regarde. Les coudes. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voyez un petit peu ce schéma-là, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Okay. Ah, maintenant, qu'est-ce que vous remarquez dans ce coude? Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi? C'est ce qu'on appelle des aubes directrices. Regarde, c'est des plaques de tôle qui sont à l'intérieur. Ok? Ce sont des plaques de tôle qui sont à l'intérieur, qui sont comme ça, donc en fait, on les fait comme ça. Regarde. Ok? Alors maintenant, regardez, donc, ce qu'on appelle les aubes directrices. Ok? Quel est l'intérêt d'avoir des aubes directrices, s'il vous plaît? Quel est l'intérêt d'avoir des aubes directrices? Quel est l'intérêt d'avoir des... Oui, j'écoute, allez-y. Oui, j'écoute. J'écoute. Pour que la perte de charge ne soit pas très importante. Voilà, donc c'est pour diminuer la perte de charge, dans quoi? Dans les quoi? Dans les singularités. Regarde. N'est-ce pas? Voilà, donc si j'ai un coude qui est comme ça, d'accord? Ce que j'ai décidé, c'est un coude sans aube directrice. Ok? Maintenant, si j'ajoute des aubes directrices telles que spécifiées donc ici, donc j'ai ça, vous allez avoir des plaques de tôle qui sont faites comme ça, on les ajoute. Ok? Alors, quel est l'intérêt d'avoir ces plaques, disons, ces aubes directrices, s'il vous plaît? Quel est l'intérêt d'avoir ces aubes directrices? J'écoute. Diminuer les pertes de charge. C'est diminuer les pertes de charge, mais en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Elles vont diriger le flux, elles vont diriger l'écoulement. D'accord? Regarde. Ils vont diriger l'écoulement d'air dans ce sens. Parce que s'il n'y avait pas les aubes directrices, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir comme ça et il va taper sur la tôle ici. Et ensuite, il va repartir. Ça va freiner le mouvement, c'est pour ça que vous avez une perte de charge importante. C'est clair? Oui. OK? Et donc, en fait, vous avez donc les aubes directrices amicaires. Donc, maintenant, vous avez l'emplacement de ces aubes directrices. On ne les place pas n'importe comment, s'il vous plaît. D'accord? OK? Regarde. Ok? Oui. On ne les place pas n'importe comment. Donc, regardez, s'il vous plaît. Vous avez, par exemple, selon le profil, donc le côté petit a que vous avez, donc vous avez le côté petit a qui est là. Et ensuite, vous mettez, disons, au moins, selon ce que vous avez ici, donc vous mettez au moins 3 aubes directrices qui sont placées à des distances précises. Regardez, Michel, ok? Oui, voilà. Donc, vous avez donc la distance A1, c'est du côté ici, d'ici à ici. En principe, c'est la hauteur divisée par 3. Regardez le machin, ok? Ok? Voilà, donc vous avez aussi donc A2, donc vous avez, c'est quoi? C'est A, c'est A1, c'est aussi A sur 4, en fonction des dimensions. Regarde. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Lorsque la dimension est petite, j'ai besoin d'une seule aube directrice, n'est-ce pas? Ok? Regardez le machin, oui, non? Oui. Ok? Lorsque, disons, les dimensions augmentent, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 2 aubes directrices. Ok? Maintenant, si les dimensions sont, vous allez avoir au moins, minimum, 3 aubes directrices qui sont placées à ces distances ici. Et ça, c'est courant. Ça, c'est courant dans les grandes sections de coude que vous avez. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Oui? Non, monsieur. Bon, alors maintenant, on voit ici donc l'isolation thermique et acoustique des gaines. Vous savez très bien que les gaines que l'on place, d'accord, sont isolées thermiquement, n'est-ce pas? Oui, non. Oui. Oui, non. Pourquoi? Alors pourquoi? Pourquoi on les isole thermiquement, bien sûr acoustiquement? Regardez s'il vous plaît. Alors. S'il vous plaît, j'écoute. On parle de champ possible. Non, isolez bien, attention s'il vous plaît, je connais mal. Bengay. Bengay, regardez, vous parlez de perte de charge. Non, on parle d'isolation thermique et acoustique, n'est-ce pas? Regarde. Oui. Alors, regardez, Bengay. Si par exemple, ma tôle elle est là,
Ma gaine, elle est là. D'accord? Regarde. Vous allez avoir de l'air qui va circuler ici. D'accord? Ça, c'est l'ambiance. D'accord? Vous allez avoir une certaine température ambiante, n'est-ce pas? Regarde. Et vous allez avoir une certaine température de l'air. D'accord? Donc, ça, c'est ambiante. L'écrit. Et vous allez avoir une certaine température de l'air. Ben, écoutez, la gaine, on a dit, c'est de la tôle galvanisée. C'est pratiquement, si vous voulez, donc c'est de l'aluminium avec du zinc, n'est-ce pas? Regarde. Oui? Oui. Très bien. Z. Son épaisseur est relativement faible. Oui, non. J'écoute. Oui, C'est ça, non? Oui. Z. En plus, quel est le plus important que je dois connaître? Son lambda. C'est quoi le lambda? C'est la conductivité. La conductivité thermique. Est-ce que vous prenez par exemple la conductivité thermique des matériaux, elle est importante quand même, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce que je risque d'avoir? Qu'est-ce que je risque d'avoir? perte d'énergie. Des pertes thermiques, d'accord? Bien sûr. Supposez par exemple que je sois en été, et que j'ai par exemple 34 degrés à l'extérieur, regarde, ok? Et que l'air intérieur que je dois acheminer, par exemple, pour souffler dans l'hôtel, il est pratiquement, si vous voulez, je dirais peut-être à 17 degrés. Regarde, ok? Donc j'ai 17 degrés ici, ok? Et l'extérieur, par exemple, j'ai 34 degrés. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Il va y On avoir, échange de chaleur. voilà, donc 30% donc perte de chaleur par le biais de la gaine. Qu'est-ce qu'on fait en général? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On l'isole, n'est-ce pas? On l'isole. Oui, On met un isolant thermique. C'est ça ou non? oui. Alors, l'isolant thermique. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme isolant thermique? Polystyrène. Faites attention. Le liage, monsieur. Faites attention. Oui, quelqu'un a dit quelque chose? C'est laine de roche ou la laine... Voilà, la laine de roche de préférence. La laine de roche parce que c'est, disons, c'est de la biomasse. D'accord? C'est la laine de roche. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc? On va isoler en mettant de la laine de roche. Alors, justement, la laine de roche, qu'est-ce qu'on fait? On la met tout autour. Donc, si je regarde par exemple la section droite de ma gaine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de. Vous voyez ce que je dessine? Vous voyez ce que je dessine? Oui, monsieur. Donc, qu'est-ce que je vais prendre ma gaine? Et ensuite, qu'est-ce que je vais mettre tout autour? Quoi? De la laine de roche. Donc, la laine de roche, pour pouvoir, si vous voulez, disons, isoler thermiquement. Bien sûr. Ben, écoutez, est-ce que cette laine de roche, elle va tenir ça, tout simplement? C'est la laine de roche, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle va tenir? Là. Non. Voilà, donc vous avez ce qu'on appelle, si vous voulez, du papier aluminium. Alors, si vous vous souvenez, je suis là la classe là où nous avons l'habitude de faire cours. Regarde, Oui. les gaines, elles étaient, quelle couleur? Elles étaient en noir. Noir aussi. En noir. Donc qu'est-ce qu'il y avait? On avait mis de la mousse en dessous, et ensuite c'était, disons, un couvert en plastique, d'accord? Vous voyez le genre de plastique que vous avez, ok? On l'a mis dessus, on l'a collé. Mais cette fois-ci, parce que vous avez des grandes dimensions, donc en fait des grandes longueurs, on met de la laine de roche. Donc vous avez de la laine de roche. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met un papier aluminium. On met un papier aluminium. Alors, la laine de roche, comment elle va tenir, s'il vous plaît? Comment elle va tenir cette laine de roche? Donc, on va mettre de l'aluminium, tout comme ça. D'accord? C'est pour donc. Alors, comment on maintient tout ça, s'il vous plaît? Comment on maintient? On va faire quoi? Une bande adhésive au-dessus, n'est-ce pas? Oui, non. S'il vous plaît, vous m'écoutez? Oui, monsieur. On va mettre une bande adhésive, donc avec l'aluminium, avec une bande adhésive, bien sûr. Mais mieux que ça, mais la laine de roche, pour la maintenir en place, qu'est-ce qu'on doit faire? D'accord? Oui? On utilise généralement des pointes. Des pointes, regardez. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Si je regarde la banquette comme ça, je regarde un côté, d'accord? Je regarde un côté qui est comme ça, d'accord? Donc avant de mettre
la laine de roche, j'ai un genre ce qu'on appelle des points. Ce sont des petits éléments comme ça, d'accord, avec des pointes, des clous, d'accord. C'est une embase que l'on peut coller. Ouais, c'est des clous, c'est des pointes, d'accord. Donc moi je vois ici, je vais les mettre comme ça, je fais les éléments là, je vais les placer ici, je vais les coller sur ma gaine, ok. Est-ce que vous me suivez là, s'il vous plaît? D'accord. Donc je vais les coller sur ma gaine comme ça. Bien sûr, je vais mettre autant que c'est nécessaire. Ça dépend de la hauteur et de la largeur. Si c'est pas large, il n'y a pas trop. Sinon, je vais mettre autant de longueur que c'est nécessaire. Donc, je vais mettre par exemple des clous qui sont comme ça. Je ramène ma laine de roche. Et bien sûr, je vais la mettre comme ça. Donc, la laine de roche, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Vous allez la soutenir. Donc, si je regarde comme ça, pardon. Si je regarde comme ça, les pointes, c'est collé à la gaine, donc c'est collé directement à la gaine, et la pointe, elle va sortir comme ça, regarde. Donc si j'en mets par exemple plusieurs ici, donc je vais en mettre ici, d'accord, voilà, et je vais avoir la laine de roche. La laine de roche, on dit, d'accord. La laine de roche, elle va partir dans ce sens, d'accord, regarde, ok, et ça c'est la laine de roche. Vous avez un petit clip. Vous avez un petit clip qui va venir. Donc, vous allez avoir ça. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez mettre au-dessus? Vous allez mettre votre aluminium. Vous allez mettre votre aluminium, l'aluminium Jimba Dagda, avec les pointes, où j'ai l'aluminium Takanaga, d'accord? J'ai un clip. Je prends un petit bout de tôle, un clip, je vais l'enfoncer directement, et il va me maintenir le tout en place. C'est clair? Est-ce que vous voyez ce que j'ai dessiné, s'il vous plaît? Oui. Vous voyez, donc, c'est la gaine, donc c'est la tôle que j'ai ici. Donc, c'est la tôle. D'accord? Là, vous avez donc la laine de roche, éventuellement. OK? La laine de roche. Et ici, vous avez donc l'aluminium de protection. Et vous avez laissé les pointes. OK? Voilà, vous avez le clip pour maintenir le tout en place. Vous avez vu comment on fait? Oui? Oui, merci. C'est bon? Regarde. Ouais, les clips, c'est ce qu'on appelle des pointes. Ils se collent, ils sont collés. Spécial. Donc, il y a juste un petit bout de papier à enlever. Et vous la plaquez, c'est solide. Ça tient tout seul. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui. Très bien. Très bien. Monsieur. Oui, j'écoute. L'emplacement de la vague. Oui. Oui, la gamme, peut-être lancer est-ce qu'il y a un calcul pour lancer Bien sûr, bien, on va y aller. On va y aller. Prenez le schéma, on va y aller. D'accord, regarde, OK? OK? OK. Alors, c'est bon, vous avez pris le schéma, s'il vous plaît? Oui? Alors, dès que vous me terminez, vous me le dites. Et vous voyez bien le schéma est fait, vous voyez bien? Oui. C'est bon là? On peut continuer? Oui, monsieur. D'accord, très bien, on va y aller. Alors donc, votre collègue a posé une question. Donc, on doit mettre à l'isolant thermique, c'est ça qui est la laine de roche. D'après vous, c'est fonction de comment on calcule l'épaisseur de l'isolant thermique? Alors, bien sûr, j'ai dit on peut avoir donc la laine de verre comme isolant, d'accord? La laine de roche d'abord. On peut avoir la laine de verre. Et ensuite aussi, on peut avoir quoi? De la mousse. Regarde. OK?
de la mousse, en général, elle est réservée pour les canalisations, pas pour les gaines. OK? Par exemple, Monsieur, oui, s'il vous plaît, l'épaisseur les zones. oui. Normalement, on la calcule en fonction du flux de chaleur qui me donne C'est normal, c'est normal, c'est normal. D'accord. Oui, j'écoute, allez-y, allez-y. parce que dans le premier semestre, on a fait le calcul de l'épaisseur. Voilà, donc justement là, vous vous rappelez un petit peu. En fait, qu'est-ce que vous avez? Donc en fait, vous avez une certaine température ambiante, vous avez une température, disons, je dirais, intérieure de l'air, d'accord, ok? Vous avez ici, donc en fait, un flux de chaleur sur la face latérale, ok? D'accord, qu'est-ce que vous avez? Donc le flux, généralement, c'est quoi? Bon, j'écoute, oui? C'est moins lambda sur E dt. Donc c'est la variation de flux, n'est-ce pas? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien. Et en fait, moi, si je choisis, ou si je choisis, par exemple, si vous voulez, le matériau, le lambda, je le connais. Oui ou non? Oui, monsieur. Oui, d'accord. La différence de température, je la connais, c'est parce que je connais l'extérieur, je connais l'intérieur. D'accord? Oui. Et mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faudrait que le flux qui traverse cette paroi, il faut qu'il soit minimum. Oui ou non? Oui, bien sûr. Il faut qu'il soit. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai? Donc, je veux dire que la variation du flux, cette fois-ci, ce n'est pas par rapport à la température, mais c'est par rapport à E. Donc, je veux dire que la dérivée du flux par rapport à l'épaisseur est quoi? Est égale à 0, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. D'accord? Est égal à 0, parce que c'est minimisé. La fonction mathématique, lorsque vous voulez minimiser quelque chose, ou bien maximiser, c'est quoi? C'est la dérivée est nulle. N'est-ce pas? Regarde. Donc, minimum, c'est que je dérive cette fonction que j'ai ici, d'accord, par rapport à E. Et de ça, donc j'ai une égalité et j'ai l'épaisseur, disons, je dirais, optimale, d'accord, de la lame, disons, de l'isothermique que je garde. N'est-ce pas? Oui ou non? Oui? Mais ne vous en faites pas. Généralement, vous n'allez pas quand même faire toutes ces dérivations mathématiques. Généralement, donc, dans les applications, si vous prenez par exemple une épaisseur de laine de verre disons, de 5 cm, c'est amplement suffisant. D'accord? OK? C'est sur le marché. Donc, en fait, vous avez toutes ces, disons, cette laine de roche, soit en rouleau, soit en plaque, tout ce que vous voulez. Soit en rouleau, soit en plaque. Donc, 5 cm, généralement, c'est amplement suffisant. C'est clair? C'est alors maintenant, donc côté thermique, il n'y a pas de problème. Donc on a vu comment, disons, choisir, disons, l'épaisseur de mon isolant thermique. Donc 5 cm, pratiquement c'est suffisant. Si on a besoin, si on a d'autres températures, à ce moment-là, on fait le calcul mathématique. On dérive, donc on calcule, disons, en fonction des températures, en fonction du lambda, disons, que j'ai ici. Bien sûr, vous avez la surface latérale aussi, d'accord, que l'on rentre en ligne de compte. Ça, c'est, en fait, je suis obligé de multiplier par la surface ici. D'accord? OK? Regarde? Oui ou non? Oui, monsieur. Très bien. Donc, on continue. Maintenant, ça, c'est le côté thermique. C'est le côté thermique, n'est-ce pas? Et on a dit, donc, maintenant, le côté thermique, on l'a dit. Et le côté acoustique, maintenant? Et le côté acoustique? J'écoute. Oui? Ah, maintenant, pardon? Le bruit. Le bruit, bien sûr. Mais je pense qu'avant de passer au terme acoustique, donc là, on a dit que réduire la part de chaleur, c'est ça? OK? Regarde. Oui ou non? Il y a un autre point qui apparaît ici. Qu'est-ce que vous lisez? Aucune condensation. Ah, très très bien. Aucune condensation. Aucune condensation. Alors, quelqu'un peut-il m'expliquer qu'est-ce que vous avez compris par, disons, aucune condensation? J'écoute. Allez, s'il vous plaît. Si l'air intérieur est trop froid, Oui. Vous êtes sûr? Khawla.
Allah, Non, monsieur. regarde, regarde. Représente toujours ma gaine. Vous avez des lacs toujours qui circulent ici. Une température, donc, je dirais intérieure de la main. Vous avez ici la température extérieure, d'accord? Allez, c'est de la tôle, n'est-ce pas? Ok? Regarde? Ok? Regardez, s'il vous plaît. L'air que vous avez ici, il est humide, n'est-ce pas? Oui ou non? C'est de l'air humide. Vous êtes d'accord avec moi, tous, s'il vous plaît? Oui ou non? Oui. Ah, très bien. C'est de l'air humide. Donc, quand est-ce qu'il va y avoir condensation vis-à-vis de la température extérieure? C'est lorsque l'air devient froid. D'accord? Ok? Oui ou non? J'écoute, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Regarde. Par exemple, supposons que moi j'ai de l'air, que je l'ai chauffé par exemple à une certaine température. Je reviens toujours à mon diagramme psychrométrique. Vous voyez ce que je dessine, n'est-ce pas? Déjà. Ok? Oui? Je reviens à mon diagramme psychrométrique. Supposons que j'ai une température intérieure, d'accord? Une température intérieure qui est par exemple, je dirais, disons, vous avez donc l'intérieur ici, donc vous allez avoir de l'air. Donc l'air, il a une certaine température que j'appelle T. Regarde, ok? Oui ou non? Oui ou non? Très bien, regarde. Il y a plusieurs possibilités. Supposons que la température extérieure elle se trouve ici. Je parle de l'hiver. Regarde le monsieur là, ok? Supposons que la température de l'extérieur est ici. Ok? Donc, il est ici, je vais avoir la température extérieure que je vais avoir ici. Regarde. Lorsque vous avez donc l'air qui est ici avec l'ambiance, il va y avoir, éventuellement, s'il n'y a pas pratiquement, si vous voulez, donc d'isolant, qu'est-ce qui va se passer? L'air intérieur va se refroidir. D'accord? Oui ou non? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui ou non? J'écoute. Oui, monsieur. Il va se refroidir. Mais regardez, le maximum qu'il puisse atteindre, c'est la température de l'extérieur. Donc il va se refroidir, il va partir dans ce sens, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et le maximum qu'il puisse avoir, c'est avoir la même température que l'extérieur. Mais est-ce que j'ai atteint la courbe de saturation? Je n'ai pas, parce que c'est loin ici. La saturation, c'est à cette température ici que j'ai. Nous sommes d'accord? La saturation, en principe, c'est ce que j'ai ici. Donc, je continue comme ça horizontalement et j'ai la température de saturation qui est. D'accord? OK? Donc, ça, c'est la température de saturation. Est-ce que j'ai atteint la température de saturation lorsque je suis en E ici, pour le premier cas? Non. Oui ou non? Oui ou non? J'écoute. Répondez, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Très bien. Et donc, qu'est-ce que je fais? Donc, dans ce cas-là, il n'y a aucune condensation qui puisse se faire. Disons, l'eau, la vapeur d'eau qui se trouve dans l'air, il n'y a aucun risque qu'elle puisse se condenser. Donc, s'il y a condensation, donc cette fois-ci, on prend le deuxième cas. Par exemple, supposons que la température extérieure elle se trouve ici. D'accord? La température extérieure se trouve ici. Donc, vous voyez bien que lorsque je vais refroidir, qu'est-ce qui va se passer? Donc, passer au maximum de ce. Donc, je vais passer dans ce sens, je suis obligé d'atteindre la saturation, et ensuite je descends comme ça, jusqu'à une certaine température que je vais avoir cette fois-ci extérieure. D'accord? Et vous voyez bien le fait que d'atteindre cette température, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai atteint la courbe de saturation. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? La vapeur d'eau va se condenser. Et bien sûr, cette vapeur, où est-ce qu'elle va se condenser? À l'intérieur soit de l'isolation, ça dépend de ce que vous avez, soit de la gaine, ou tout ce que vous voulez. N'est-ce pas? Regardez le Mouchaïda. Donc voilà, donc en fait, il y a des critères, il faudrait minimiser la perte de chaleur à travers, disons, la gaine, et aussi, bien sûr, son isolement aussi, et aussi, disons, éliminer la condensation, disons, que vous avez. Alors, bien sûr,
Si j'ai, par exemple, si vous voulez, mon isolant qui est ici, d'accord, avec l'isolant la gaine ici, attendez, donc vous allez avoir plusieurs points, donc vous allez avoir une certaine température de paroi ici, vous allez avoir une température aussi intermédiaire, donc ici, donc je dirais 2, vous avez une température extérieure. Et donc il faut éviter à ce que cette température T1 ou T2 soit inférieure à la température de quoi, s'il vous plaît? À la température du point de rosée de l'air. OK? Est-ce que c'est clair? Donc il faut faire une étude du profil, disons, de variation de la température en transversale de cette gaine que vous avez, pour éviter toute condensation, que ce soit à l'intérieur de la paroi ou dans l'isolant que vous avez sur le dessus. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bien acquis? Très bien. Très bien. Donc, problème important, éviter les pertes de chaleur, éviter qu'il y ait condensation, bien sûr. Et bien sûr, vous avez un autre critère qui est très important, donc éviter les détériorations mécaniques, donc c'est tout à fait normal. Si vous avez une déformation là, ça peut, si vous voulez, causer problème. Maintenant, disons, un autre point qui est important, c'est le nettoyage, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui ou non? Oui. Bon, avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez des questions à poser sur la notion de ce que nous avons vu, perte de charge thermique et surtout condensation à l'intérieur de la gaine ou dans l'isolant? Est-ce que c'est bien compris, s'il vous plaît? Oui? Oui, monsieur. Très, très bien. Donc, donc, maintenant, le nettoyage, vous savez très bien, est-ce que, on prend un exemple très simple, vous savez très bien que la gaine, vous avez en principe des filtres, d'accord? Oui? Parce que vous avez par exemple des gaines de ventilation ou de climatisation. Avant que l'air ne pénètre dans la gaine, qu'est-ce qu'on place? On place des filtres. On va y arriver la prochaine fois pour l'étude des filtres. Vous allez avoir des filtres. Mais est-ce que vous pensez que les filtres sont performants à 100%? Non, pas du tout. Donc vous allez avoir certainement des impuretés qui vont, disons, migrer dans l'intérieur de votre gaine et ils vont se déposer. Vous allez avoir des tas de, disons, comment dirais-je, entre guillemets bien sûr, de saleté à l'intérieur dans vos gaines, et il faut bien les nettoyer, n'est-ce pas? Oui ou non? OK? Nous sommes d'accord? Il faut nettoyer les gaines, donc vous devez avoir la possibilité de démonter et de les nettoyer, ou bien des trappes de nettoyage, ou bien d'envoyer des éléments, des robots à l'intérieur pour nettoyer votre gaine, etc. D'accord? C'est clair? Vous n'avez qu'à voir, par exemple, vos split systems, lorsque vous avez les filtres que vous avez, là, ils sont pleins de poussière, n'est-ce pas? Oui ou non? Eh ben, si vous avez une gaine qui est sale, ça risque de se répercuter sur quoi? Sur la santé des occupants. Nous sommes d'accord là-dessus? OK? Maintenant, en revenant sur le côté acoustique. Bien sûr, lorsque vous avez des grandes pressions, des grandes lignes qui circulent, vous allez avoir génération de bruit, n'est-ce pas? OK? Alors, bien sûr, génération de bruit, quels sont les procédés d'après vous que l'on peut utiliser pour éliminer, bien réduire, pas éliminer complètement, c'est quasiment impossible, mais réduire, disons, les bruits dans les gaines? Comment on peut faire? J'écoute. Allez, j'écoute, s'il vous plaît. Oui, j'écoute, allez-y. Pardon? On peut diminuer la vitesse. Là, la vitesse, on ne peut pas. Bien sûr, on diminue la vitesse, mais vous avez quand même des valeurs, comment dirais-je, bien connues. Vous ne pouvez pas choisir des vitesses très faibles, n'est-ce pas? Sinon, vous allez avoir des sections importantes. D'accord? Donc, je préfère quand même d'avoir quoi? Une isolation. Une isolation. D'accord. Alors, une isolation. Alors, quel type d'isolation on peut avoir? Comment on peut avoir, disons, l'isolation? Qu'est-ce que vous entendez par l'isolation? Je parle de l'acoustique, pas thermique. Hein. J'écoute. Bon, vous savez très bien que lorsque vous avez, par exemple, un ventilateur, d'accord, qui est placé dans une gaine, comme ça, d'accord? Et bien sûr, si vous avez un local quelque part ici, dans lequel vous soufflez l'air, vous avez votre local, bien sûr, la source de bruit, ça c'est un ventilateur, d'accord? Vous avez par exemple un point A
vous avez certaines sources de bruit. Donc, vous avez le bruit qui est transmis à travers la gaine pour se retrouver, pour avoir une source au niveau de votre local. Nous sommes d'accord? Oui ou non? Oui ou non? Ok? C'est bon? Oui. Et donc maintenant, regardez, si vous avez par exemple un certain niveau de pression acoustique qui est exprimé soit en dB ou en dBA, bah écoutez, donc ça c'est le LPA, on va retrouver un certain niveau de pression acoustique en B, d'accord? Bien sûr, c'est toujours, et ça qui devient la source au niveau de mon local que j'ai ici, c'est lui qui va perturber les gens, n'est-ce pas? Ok? Et qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de diminuer au maximum la transmission du bruit à travers la gaine jusqu'au conduit. Les constructeurs, lorsque vous avez par exemple si vous voulez, des ventilateurs que vous utilisez, ils vous donnent toujours le niveau de pression qui est généré par ces ventilateurs en fonction de la pression statique qu'ils développent. C'est toujours indiqué, on vous dit 58 décibels dBA ou bien 60, ça dépend de la puissance de votre ventilateur. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui ou non? Oui? Est-ce que c'est clair? J'écoute. Oui, monsieur. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux possibilités. Soit que, bien sûr, on utilise, disons, des singularités, d'accord? Parce que vous avez la longueur de la gaine sur le frottement diminue le bruit. Le frottement diminue le bruit. Ensuite, on peut l'écoute, mais on n'y peut rien parce que c'est l'installation qui est bien figée tout à fait au départ en fonction du réseau aérolytique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser d'après vous? On appelle des quoi? Des pièges à son. D'accord? Des réducteurs de bruit. Des pièges à son. Donc, généralement, on les met, bien sûr, il faut les mettre juste à l'entrée où ce que vous êtes. Donc, on peut utiliser des quoi, s'il vous plaît? Des pièges? Oui? Des pièges à son. Donc, pour diminuer le bruit. Bien sûr, on verra par la suite leur position parce qu'ils ont des positions bien définies. On ne peut pas les placer n'importe où. D'accord? Première des choses, on les place soit au départ. Vous avez un piège à son ici, d'accord? Donc, qui est là. Ou bien, on place un piège à son à l'entrée, disons, du local que vous voulez protéger. Donc, vous avez un piège à son ici. D'accord? OK? Donc, vous avez deux positions. Soit on met les deux. On peut mettre les deux, un ici et ici. Soit on peut mettre surtout, par exemple, un piège à son à l'entrée du local que vous voulez protéger au point de vue bleu. N'est-ce pas? D'après vous, c'est quoi un piège à son? J'écoute. C'est quoi un piège à son? C'est quoi un piège à son, s'il vous plaît? J'écoute. Quelqu'un peut, même si c'est faux, on discute, d'accord? Quelqu'un peut me dire comment il fait un piège à son? J'écoute. Aucune idée? Allez, Ishaq. Islam, pardon, Islam. Khawi. Vous m'entendez? Boalili, je vous écoute. Je vous écoute. Personne? S'il vous plaît, allez, dites-moi quelque chose. Monsieur, Oui? alors, J'écoute. monsieur, c'est pas des dispositifs qui captent le son entre un point A et un point B. Regardez les pièges à son, ils sont très simples. Vous avez des pièges à son, ils peuvent être circulaires, d'accord? Ils peuvent être carrés, ou ils peuvent être aussi rectangulaires, n'est-ce pas? Ok? Regarde. Regardez. Je ne sais pas, mais en fait, tout le monde n'a pas de voiture malheureusement, mais en fait, on va les avoir, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait en général? Si je prends par exemple cette section que j'ai ici, vous avez de l'air qui va circuler ici. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend des éléments. Alors, bien sûr, je vais juste agrandir un petit peu. Un piège à son, comment il est fait? Voilà un piège à son. Regardez s'il vous plaît. Vous allez mettre
de la laine de roche ici. D'accord? Au milieu. D'accord? Vous allez mettre de la laine de roche ici, au milieu. D'accord? Mais elle ne va pas tenir toute seule, n'est-ce pas? Elle ne va pas tenir toute seule. Donc, ça part comme ça jusqu'au fond. D'accord? Donc ici, vous allez avoir de la laine de roche. Je vais en mettre aussi sur les côtés. Je vais en mettre sur les côtés ici. D'accord? Et ça part jusqu'au bout, bien sûr, de ce côté. D'accord? Ça part jusqu'au bout de ce côté. Alors, si je regarde ma section droite, qui est là, donc je vais avoir de la laine de roche ici, sur la tôle. Je vais avoir la laine de roche qui est ici. Ah ben, je peux avoir aussi plusieurs éléments, c'est pas la peine, disons, d'avoir une seule. Je peux avoir de la laine de roche qui est ici. D'accord? Mais cette laine de roche, elle ne peut pas tenir toute seule. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets un grillage pour la maintenir en place. Un grillage, regarde. Un grillage comme ça. D'accord? Un grillage comme ça pour la maintenir en place. Et bien sûr, je vais mettre un grillage de ce côté. OK? Un grillage de ce côté-là pour la maintenir en place. Voilà. Et voilà, qu'est-ce que c'est qu'un piège à son? Donc, un piège à son, c'est quoi? Vous avez des petits éléments, donc en fait, des baffes, ce qu'on appelle ça, c'est des pièges à son à baffes. D'accord? C'est des pièges à son à baffes. D'accord? Pièges à son à baffes. OK? D'accord? Les baffes, c'est ce que vous voyez ici. Donc, vous avez des baffes qui sont ici. Bien sûr, c'est de la laine de roche, vous avez de la tôle, disons, un grillage qui les maintient en place. Et bien sûr, l'air, quand il va passer au travers ici, donc il y a atténuation de l'eau. Bien sûr, justement, disons, comment dirais-je, un piège à son, il est efficace. Plus la longueur est importante, plus il est efficace. N'est-ce pas? Plus la longueur est importante, plus il est efficace. Et c'est des pièges à son qui sont calculés en fonction, disons, de ce que vous voulez atténuer. D'accord? Si vous partez par exemple un niveau LPE à l'entrée, vous devez avoir un certain niveau LPE à la sortie. Bien sûr, la différence est absorbée. Donc en fait, qu'est-ce qu'on dit? On va dire que LP1, le niveau sonore à l'entrée, moi le niveau sonore à l'entrée, ce qu'on appelle c'est détail. C'est l'atténuation de votre piège à son. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, les jeunes? Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui. Très bien, très bien. Donc en fait, voilà. Et bon, donc, je vous ai envoyé ici un document sur le calcul, disons, le choix des pièges à son. Bon, voilà, tout à l'heure, on avait parlé du matelas d'isolation, n'est-ce pas? OK? OK? Vous avez un matelas de laine de roche qui est utilisé pratiquement, si vous voulez, pour l'isolation thermique des gaines. Vous voyez un petit peu, donc vous avez la laine de roche qui est ici, vous avez l'aluminium dessus qui est là, n'est-ce pas? OK? C'est bon? OK? Et généralement, donc, on peut mettre, si vous voulez, sur soit une feuille de feutre, on a le renforcé par un tri, il n'y a pas de problème, donc on peut les mettre en place, soit par les pointes que nous avons, soit par un tri que vous avez. OK? Regarde. C'est clair, s'il vous plaît? OK? Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? J'écoute. Ah, bien sûr, s'il vous plaît, là, il y a un point quand même qui attire notre attention, d'accord? On voit le matelas de laine de verre, le matelas de laine de pierre, de laine de roche, d'accord? Coupe-feu. Qu'est-ce que ça veut dire coupe-feu? On l'a vu, non? S'il vous plaît, on l'a vu, qu'est-ce que ça veut dire coupe-feu? Oui. D'accord? C'est qu'il arrête la transmission de... Il ne faut pas qu'il transmette soit la chaleur, soit... Il faut l'intégrité, donc il faut qu'il soit maintenu en place. S'il y a un incendie à l'intérieur, c'est la propagation de flammes, etc. D'accord? OK? Est-ce que c'est clair? Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Donc, en fait, donc, vous voyez, donc, la résistance, il faut qu'elle jusqu'à combien? Vous voyez un petit peu jusqu'ici? Vous voyez un petit peu jusqu'à 750 degrés. Voilà, donc, c'est quand même, il faut y penser à ça. Ne pas utiliser n'importe quel, si vous voulez, n'importe quel, comment dire, matériau thermique
lorsque on a besoin, par exemple, d'assurer qu'il n'y ait pas transmission de chaleur ou transmission de flamme ou transmission, si vous voulez, etc. D'accord? Ok? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui? C'est bon? Voilà. Donc, voilà un petit peu donc, les feutres roulés donc, que vous trouvez dans en fait, pour éventuellement, disons, l'isolation, etc. Ok? Alors, est-ce que vous avez des... Voilà, donc regardez maintenant, on peut aussi avoir, vous voyez ici, donc c'est, qu'est-ce que vous lisez ici? Amortissement acoustique en mousse. L'amortissement acoustique en mélamine. Donc, en fait, c'est de la mousse. Donc, quand c'est de la mousse polymélaminée, que vous pouvez aussi plaquer à l'intérieur, que vous avez, soit c'est à l'intérieur, soit c'est de la mousse, et vous les plaquez pour avoir, disons, un piège. C'est clair? C'est clair, s'il vous plaît? Oui ou non? C'est clair? Oui. Bon, ben, je pense que là, le document, je vais vous l'envoyer pour un petit peu donc, les différents types de coudes que vous pouvez avoir, comment ils sont fabriqués, etc. etc. D'accord? Regarde. Les différents éléments, disons, qui donnent, disons, comment dire, l'assemblage des gaines, et les piquages, comment ils sont faits, etc. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Avez-vous des questions à poser? S'il vous plaît, allez. Alors, ce qui est important, regardez un petit peu donc, les assemblages, comment ils sont faits, d'accord? Donc les angles, comment ils ont fait. Voilà. Ça, c'est très important. Vous devez faire de la même lorsque vous faites, par exemple, un projet. Regarde. Et donc, on va vous envoyer pratiquement tous les types de grilles donc, que vous avez, etc. OK? Avez-vous des questions à poser, s'il vous plaît? Pas de questions? Pas de questions? Très bien. Alors, bon, je pense qu'on va se quitter, si vous voulez. D'accord? C'est bon? On se voit demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, bon courage, les gens. Au revoir. Merci à vous.